Du coup, pour l'optimisation des contenus existants sur un site web, du coup, selon toi, pourquoi on doit les optimiser au lieu d'en créer de nouveaux? Alors, pour moi, faut toujours continuer de créer des nouveaux contenus, hein, la question est pas là, faut toujours alimenter un site. Mais c'est vrai qu'arrive un moment, pour un site, qui existe depuis un certain temps, mettons au moins 6 mois, on va dire, il va y avoir des pages qui vont se positionner déjà plutôt bien, parce qu'elles ont un bon contenu, peut-être qu'elles ont déjà des backlinks. Enfin voilà, elles vont montrer qu'il y a un potentiel en fait, mais qui est pas encore exploité. Merci beaucoup pour ta présence aujourd'hui, pour notre interview. Avec plaisir. Bah, aujourd'hui, on va aborder l'optimisation de contenu existant sur un site. Mmh, Bah, je suis contente de t'avoir pour cette interview parce que toi, t'es un formateur, t'es SPSIO, bah, t'es super connu en tout cas. Et c'est voilà, je suis gentil. contente. Bah, je suis content aussi de partager cette interview avec toi parce que c'est vrai que j'utilise beaucoup Wrong Explorer, j'en parle dans mes formations. Enfin, c'est vraiment un outil que j'utilise beaucoup. Donc, ça va être un super sujet qu'on va pouvoir traiter tous les deux aujourd'hui. Bah, moi, c'est Mathieu Verne, du coup. Mon entreprise, c'est Référente SEO et je suis consultant SEO depuis 2009. Et puis après, j'ai eu plusieurs casquettes et j'ai eu aussi une boutique en ligne de déguisement pendant 7-8 ans. Et là, je suis formateur en référencement depuis 2018-2019. Et une de mes grosses formations, c'est celle où j'accompagne les rédacteurs web à monter en compétences en référencement naturel pour qu'ils puissent mieux comprendre les enjeux que vont avoir le SEO et accompagner leurs clients dans la croissance et pas juste dans la pure rédaction. Du coup, pour l'optimisation des contenus existants sur un site web, du coup, selon toi, pourquoi on doit les optimiser au lieu d'en créer de nouveaux? Alors, pour moi, faut toujours continuer de créer des nouveaux contenus, hein, la question est pas là, faut toujours alimenter un site. Mais c'est vrai qu'arrive un moment, pour un site qui existe depuis un certain temps, mettons au moins 6 mois, on va dire, il va y avoir des pages qui vont se positionner déjà plutôt bien parce qu'elles ont un bon contenu, peut-être qu'elles ont déjà des backlinks. Enfin voilà, elles vont montrer qu'il y a un potentiel en fait, mais qui est pas encore exploité. Typiquement, c'est le genre de mots-clés ou de pages qui vont ressortir en deuxième page de Google sur des mots-clés à fort volume de recherche. Et du coup, si on est en position 15 sur la deuxième page de Google, sur un mot-clé qui a beaucoup de recherche, on n'aura quasiment rien en trafic sur notre site. Et des fois, il y a juste des petites modifications à mettre en place sur l'article en particulier, sur la page en particulier, pour arriver en première page et là pouvoir avoir tout le bénéfice du trafic qu'on recherche. Et si on fait que créer des nouveaux contenus et qu'on réoptimise jamais les anciens contenus, on passe à côté de ces pépites qui peuvent nous permettre d'avoir des résultats vachement rapidement des fois, parce que on va vraiment être dans l'optimisation fine, on en reparlera certainement, mais c'est des petites choses sur lesquelles il faut être attentif et qui peuvent permettre d'avoir des résultats rapides. Et on sait qu'en référencement, on parle rarement de rapidité parce que ça se construit sur le long terme. Des fois, il suffit on a une balise title qui est pas optimisée ou il nous manque telle chose. Voilà, identifier la chose qui manque pour avoir un gain de position rapide et pouvoir passer peut-être de la 15e à la 5e position assez rapidement des fois sur certains termes. Donc c'est ça qu'on va rechercher vraiment. Continuer de travailler sur des nouveaux articles, mais retravailler régulièrement sur les articles qui ont un gros potentiel et qui se positionnent pas encore premier partout. Tant qu'on n'est pas premier partout, il y a moyen d'être meilleur. Et du coup, en fait, tu dis que bah, c'est pour gagner en rapidité, c'est ce qu'on voit pas souvent en SEO. Mais du coup, comment tu peux repérer des contenus qui sont vraiment à fort potentiel pour optimiser? Parce que tu veux pas d'un coup optimiser tous les contenus sur un site pour gagner en visibilité comme ça, du coup. Comment Tout tu à fais? fait. L'idée, c'est vraiment de se dire, tous les X temps, ça peut être tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans, on fait une analyse vraiment de notre site, des mots-clés sur lesquels il ressort, des pages qui ont particulièrement beaucoup de mots-clés intéressants. Donc, il peut y avoir, en gros, il y a deux approches. Soit on a vraiment un mot-clé très très fort sur une page,
mettons avec 10 000 en volume de recherche ou 20 000 ou peu importe, et vraiment on se focus sur ce mot-clé-là. Ou alors c'est que c'est une page sur laquelle il y a beaucoup de mots-clés de longue traîne qui se positionnent et on n'a pas forcément des volumes de recherche extraordinaires, peut-être que c'est quelques centaines, mais il y a plusieurs centaines de mots-clés qui se positionnent sur cette page et donc on va essayer de gagner quelques positions sur chacun de ces centaines de mots-clés. Et ce qui va faire qu'une page qui générait peut-être 1000 visites par mois à un moment donné, après optimisation, va pouvoir en générer 2000, 3000, 4000, 5000. Et c'est vraiment ça qu'on va chercher à avoir parce que c'est beaucoup plus facile de faire passer une page qui a 1000 en trafic mensuel à 5000 ou à 10 000 si elle, si elle a le potentiel SEO que de partir d'une nouvelle page qui va forcément nécessiter du temps pour bien se positionner pour arriver à un résultat équivalent. Ok, très bien. Et du coup, comme tu as dit, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment les mots-clés et le trafic. Il Oui. faut vraiment considérer ça pour mettre à jour un article. Alors, il y a vraiment deux choses. Il y a le trafic que l'article a déjà. Il y a le trafic potentiel qu'il pourrait avoir. Et plus il y a d'espace entre les deux, bah, plus c'est un article intéressant à travailler. Et il faut bien sûr prendre en compte également la concurrence, parce que des fois, sur le papier, c'est beau, on peut progresser énormément. Si notre C'est vrai. site joue dans une autre cour que celle des concurrents qui se positionnent déjà bien, forcément, on ne pourra pas lutter. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Et il y a encore deux éléments qu'il faut prendre en compte, c'est l'intention de recherche des internautes, où ça, c'est vraiment primordial. C'est vraiment être sûr qu'on peut se positionner correctement en première page sur le mot-clé qu'on vise. Et l'idée vraiment, c'est, je disais en début, c'est d'essayer de cibler des mots-clés sur lesquels on est en deuxième page, voire troisième page. Et ça, si on est déjà positionné en deuxième ou troisième page de Google, ça veut dire que en termes d'intention de recherche, on a quand même une page qui correspond à l'intention de l'internaute qui tape ce mot-clé et que normalement, on n'est pas à côté de la plaque. J'ai encore eu un cas il y a 2 jours d'un prospect qui voulait se positionner sur un mot-clé qui était un mot-clé e-commerce. En fait, les gens qui tapent ce mot-clé s'attendent à pouvoir acheter en ligne. Et lui n'a pas un e-commerce, c'était un simple article de blog. Donc, OK, il peut se positionner en page 7, 8, comme il l'est actuellement, mais il pourra jamais se positionner en première page de Google parce que les 10 résultats de la première page sont des résultats e-commerce et lui ne l'est pas. Donc, ça fait une barrière à l'entrée qui fait que de toute façon, il pourra pas saisir le plein potentiel de ce volume de recherche, même si sur le papier, le mot-clé a beaucoup de trafic, c'est un mot-clé qui est bon, mais pas pour lui en fonction de son site aujourd'hui. Donc, Ouais. ça sert à rien de mettre des efforts là-dessus tant qu'il n'a pas changé son site. Donc, à voir après si c'est sa volonté ou pas d'aller sur ce terrain-là. Mais il faut bien avoir en tête ces choses-là. Et donc, quand on choisit des articles qui sont en page 2 ou 3, on prend quand même beaucoup moins de risques. Dans 95% des cas, ça veut dire que l'intention match avec l'article qu'on a en face et que déjà, le risque est réellement réduit par rapport à ça. Et dernièrement, il y a le taux de conversion finalement, à quel point ce mot-clé est important pour le business. Donc ça va dépendre. Si on a un site e-commerce, on va aller mesurer le chiffre d'affaires qui est mesuré par cette page produit ou cette page catégorie. Et si c'est un article de blog et qu'on essaye de récupérer des adresses email par le téléchargement d'un lead magnet, par exemple, on va essayer de voir le taux de conversion qu'a cette page par rapport aux internautes qu'on a sur notre site. Moi, par exemple, sur mon site référent SEO, j'ai une page qui attire beaucoup de trafic, mais qui a un taux de conversion nul. Parce que effectivement, il y a du volume de recherche. J'ai un article sur les banques d'images gratuites en fait. Donc ça liste différents sites sur lesquels on peut retrouver des images libres de droit. Donc c'est intéressant pour ma cible, etc. Mais quand ils arrivent de Google pour arriver sur cet article, ils n'ont pas une volonté forcément d'améliorer leur référencement. Donc ce que je vais leur proposer derrière ne les intéresse pas. Donc c'est pas un article qui va être intéressant pour moi, commercialement parlant, à retravailler particulièrement. Alors qu'il y a d'autres articles qui font peut-être moins de trafic, mais qui ont un taux de conversion Conversion. beaucoup plus important parce que c'est pile poil sur le besoin de l'internaute. Et je sais que si il arrive vers moi avec cette recherche de Google, que l'article lui plaît, qu'il télécharge mon lead magnet, eh ben, j'aurai une meilleure chance de vendre de la formation ou de la prestation derrière. Et donc, c'est plutôt sur ce type de page qu'il va falloir se concentrer. Du coup, on n'a pas vraiment d'une fréquence fixe à respecter pour optimiser les contenus. Du coup, Pour moi, bien sûr, si on le fait le plus souvent possible, c'est mieux parce qu'on passe pas à côté de sujets qui sont intéressants, etc. Mais en même temps, les choses bougent pas non plus du tout au tout comme ça en un mois ou en 2 mois. Donc,
se dire un rythme trimestriel, c'est pas mal du tout et ça nous permet de nous dire: «Ben, voilà, sur le prochain trimestre, je vais me concentrer sur tel contenu, tel contenu, tel contenu» parce que j'ai repéré, que c'était les plus intéressants. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce travail régulièrement en fonction du rythme de publication. Si on prend l'exemple d'un blog, par exemple, qui publie, une fois par semaine, ça sert à rien de faire ce travail tous les 15 jours. Voilà, une fois tous les 2-3 mois, ça peut être largement suffisant. Donc, il faut voir ça en rapport avec le rythme de publication pour moi. Justement, pour les repérer, en fait, pour moi, j'utilise deux outils. Il y a forcément Rank Explorer et il y a Mhm. Google Search Console. Et je mets vraiment les deux en relation parce que c'est une approche qui est similaire sur les deux. Mais d'un côté, avec Rank Explorer, on a l'analyse des concurrents qui peut nous aider aussi. Et on a le trafic potentiel qui ressort de ces pages-là, qui peut nous donner plein d'informations sur des mots-clés qui ne sont pas encore en première page. Et avec Google Search Console, on a la réalité du terrain, c'est-à-dire quels sont les mots-clés qui nous apportent vraiment du trafic, quel est le taux de clic qu'on va avoir dans la page de résultats de Google et à quel point c'est optimisable sur d'autres éléments. Donc vraiment, Rank Explorer et Google Search Console doivent cohabiter pour moi et c'est comme ça qu'on arrive à faire la meilleure analyse. Et finalement, l'objectif, c'est de ressortir avec le top priorité des pages à retravailler en fonction du temps qu'on a à travailler dessus. Donc, on va plutôt choisir de travailler sur les 3 pages les plus intéressantes ou sur les 50 pages les plus intéressantes selon notre capacité à gérer ça derrière, quoi, en fait. Et selon le potentiel de croissance que va avoir une page. Si c'est pour gagner 10 visites par mois, on va peut-être pas y passer des heures. Par contre, si c'est une page très concurrentielle, qu'on sait que derrière il y a de la conversion, parce que c'est important aussi, le but c'est pas juste d'avoir plus de trafic, c'est d'avoir plus de trafic qui convertit. Et ben on va mettre vraiment une attention plus particulière sur ces pages-là si on sait que derrière ça peut apporter du business. Alors, c'est vrai que le côté evergreen, c'est intéressant quand on travaille en référencement et en tant que référenceur, on a vraiment envie de partir là-dessus parce que c'est un contenu qu'on va rédiger à une date en particulier, aujourd'hui par exemple, et qui dans 3 ans sera encore à jour, quitte à ramener des petites mises à jour. Mais il y a forcément des thématiques sur lesquelles ça s'y prête pas. Si on parle je sais pas, de prêt immobilier et de taux de prêt immobilier, ça change tous les mois. Donc forcément, on ne pourra pas se contenter de publier un article et de ne pas le mettre à jour pendant 3 ans. Alors qu'il y a plein de thématiques sur lesquelles optimiser une balise title, il peut y avoir des petites choses qui évoluent, mais globalement, l'article va rester le même et sera toujours pertinent dans 3 ans si on l'écrit aujourd'hui. Donc, le référenceur, il va rechercher vraiment pour son client à avoir le maximum de contenu evergreen pour ne pas avoir à trop retravailler les mises à jour et pouvoir vraiment capitaliser sur le travail qui aura été fait à un moment donné. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant pour avoir pouvoir grossir, en fait, pouvoir avoir l'équivalent des intérêts composés. Chaque action qu'on va mettre va rajouter à l'édifice sans devoir retravailler en permanence l'article en lui-même. Donc, il faut vraiment faire un mix de tout ça. Alors, pour moi, il y a vraiment deux sortes d'éléments, on va dire. C'est les éléments purement expérience utilisateur et les éléments purement SEO. C'est vraiment un mix des deux. Parce qu'aujourd'hui, on peut plus ranker correctement sur du long terme en faisant de la bouillie de mots-clés. Ça va marcher en faisant du black hat et sur des sites qui vont pas tenir longtemps. Mais c'est pas du tout l'approche que moi je fais et que je fais pour mes clients parce que bien sûr, on essaye d'avoir des résultats pérennes sur le long terme. Donc, on fait des pratiques qui sont bonnes pour Google et pour l'utilisateur. On a l'avantage qu'aujourd'hui, Google comprend quand même de plus en plus les choses par rapport à il y a 15 ans où on pouvait faire un petit peu n'importe quoi et ça fonctionnait. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus bordé et tant mieux parce que ça donne une meilleure qualité. Mais donc, d'un point de vue utilisateur, moi, ce que j'essaye de former mes clients, c'est vraiment d'essayer de comprendre au maximum ce que recherche l'internaute. L'intention, c'est vraiment ce mot-clé-là, hein, ça revient souvent, mais c'est vraiment extrêmement important. C'est que vient chercher l'internaute et il faut lui donner une réponse claire, rapide, précise, complète. Et du coup, un article qu'on a écrit il y a 6 mois, 1 an, et qui nous montre qu'il a du potentiel aujourd'hui et qu'on veut retravailler, il y a souvent des choses à rajouter dans l'article pour avoir une pertinence encore plus haute. En fait, j'aime bien travailler les articles dans un premier temps pour faire des bons articles au moment où on les rédige. Et quand on voit qu'il y a un gros potentiel, là, pas en faire un bon article, mais en faire un article excellent, le meilleur article du web. Et donc là, on peut prendre du temps
pour rajouter des tableaux dans notre article, pour rajouter des infographies, pour aller faire une mini-étude de marché en allant faire des interviews d'experts sur le sujet et en faire un document qu'on va proposer aussi dans l'article pour qu'il y ait vraiment du contenu unique, pas tant en termes de contenu dupliqué, mais en forme d'information unique qu'on ne retrouve nulle part ailleurs sur le web. Et là, ça va amener vraiment une plus-value super importante par rapport aux autres sites. Ce ne sera pas juste une redite de ce qu'on peut trouver ailleurs. Donc ça, c'est la partie expérience utilisateur. Et la partie SEO, c'est retravailler les basiques, mais de façon vraiment beaucoup plus fine. Donc, généralement, c'est déjà la balise title. Ça, c'est vraiment avoir un focus, passer du temps sur la balise title pour avoir quelque chose qui se démarque de la concurrence, pour avoir quelque chose qui va avoir un bon taux de clic, pour avoir quelque chose qui soit bien optimisé d'un point de vue SEO sur notre mot-clé principal, sur nos mots-clés secondaires, à voir en fonction de la page en particulier, mais vraiment prendre le temps de la retravailler de façon très précise. Et ensuite, la métadescription de la même façon pour avoir un meilleur taux de clic. Et après, c'est tout ce qui va être introduction, balise H2. On sait que c'est ça qui va avoir le plus de poids dans l'algorithme de Google et de l'enrichissement sémantique en utilisant des outils qui va nous permettre de voir si vraiment il n'y a pas dans notre article un sujet qu'on n'a pas suffisamment développé, peut-être des questions que se posent les internautes qu'on n'avait pas en tête et que la plupart des autres sites traitent. Et nous, on ne le traite pas, donc on a un manque de pertinence à cet endroit-là. Et du coup, on va pouvoir rajouter peut-être un paragraphe, peut-être juste quelques lignes qui vont venir parler d'un sujet en particulièrement qu'on n'aura peut-être pas assez développé dans la première version de l'article. Donc, c'est vraiment toutes ces optimisations-là qui sont pas compliquées en fait, mais sur lesquelles on va avoir une approche beaucoup plus fine que ce qu'on aura pu avoir au tout début de la première rédaction de l'article. Ok, ben du coup, j'ai entendu beaucoup d'idées. Faut pas modifier la balise title. Selon toi, si Pour moi, il y l'article, a ça répond pas vraiment à l'intention, faut modifier, du coup. Ouais, c'est ça. Enfin, pour moi, c'est pas un problème. La balise title, on peut vraiment la modifier dans un sens ou dans l'autre. Il faut Mm. essayer de suivre, et c'est pour ça que là, c'est plus Google Search Console qui va nous aider à se dire, ben voilà, cet article, quand il était en position 7, on avait un taux de clic de 8%, je sais pas, sur le résultat grâce à notre title et à notre métadescription. Si je change, ben, il faut savoir continuer de prendre de la donnée pour vérifier si on n'a pas changé pour du moins bien et être capable de revenir à la version d'avant si la version d'avant était plus pertinente. Donc, il faut vraiment suivre ça. Et c'est pour ça que le but, c'est pas de reprendre la totalité des articles de notre site, mais vraiment de se focaliser sur le top de ceux qui vont nous faire progresser et d'aller beaucoup plus finement dans les métriques. Donc, est-ce que tu vois, il y a quelques erreurs de l'optimisation des contenus existants quand des rédacteurs qui mettent en place à éviter vraiment? Alors, vraiment, l'erreur à éviter, ce serait de modifier l'URL de la page. Parce que ça, par contre, si on modifie l'URL de la page, même si on fait une redirection 301 de l'ancienne URL vers la nouvelle, pour peu qu'il y ait des backlinks qui pointaient vers cette page, voilà, la page va perdre en poids. Et donc là, c'est vraiment un risque. Donc, il faut vraiment pas changer l'URL de la page, même si elle pourrait être un peu plus optimisée, qu'elle n'est pas parfaite. C'est pas grave. C'est vraiment la seule chose à ne pas changer, c'est l'URL de la page. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. J'ai plein de clients qui faisaient ça avant. Ils changent l'URL tous les 4 matins. Mais du coup, Google n'y comprend plus rien. Et eux non plus, parce qu'un coup, ils sont 18e, un coup, ils sont 180e. Ça a ni queue ni tête. Et forcément, Google s'y perd, en fait, parce qu'il a l'impression que c'est une nouvelle page. Donc, l'URL, c'est vraiment le truc à ne pas changer. Tout le reste, on peut le modifier sans problème parce que c'est des choses sur lesquelles on peut revenir en arrière sans qu'il y ait d'impact. Même si on a un article que tu changes la balise title, le titre de l'article, mais l'URL, ça reflète pas exactement la même chose, mais il ne faut pas changer du coup. Exactement. Ok. Alors vraiment, sauf si vraiment le sujet change du tout au tout, mais dans ce cas, c'est plutôt un nouvel article. Ouais, Ça c'est arrive ça. quand même rarement qu'on change complètement le sujet de l'article. Alors, c'est vraiment très variable parce que ça va dépendre souvent de la taille du site et d'à quel point le robot de Google vient régulièrement sur le site. C'est vraiment lié à ça. Un petit site qui publie une fois par semaine depuis 1 an ou 2, forcément, ça va être plus long pour que Google revienne et impacte les modifications dans l'algorithme et donc dans les résultats de Google. Un site qui publie 1, 2, 3 fois par semaine et depuis beaucoup plus longtemps, Google va davantage avoir ses habitudes et il va potentiellement revenir plus facilement sur cette page-là. Quelque chose que j'ai pas parlé d'ailleurs quand on retravaille l'article, c'est aussi de retravailler les liens internes. Donc, d'aller linker cet article dans d'autres articles. Et ça va permettre aussi d'améliorer la découvrabilité pour Google
qui va repasser beaucoup plus vite forcément sur l'article. Et bien sûr, on peut resoumettre son article dans Google Search Console ou voilà, tenter de le faire réindexer plus rapidement en retravaillant aussi les backlinks. Autre sujet qu'on n'a pas parlé, qui est un travail qu'on peut faire après avoir retravaillé le contenu du site, parce qu'il faut toujours travailler le contenu avant les backlinks. Ouais. Mais à partir du moment où le contenu est vraiment nickel, qu'on pense qu'on l'a optimisé aux petits oignons, après, il ne faut pas hésiter d'aller chercher des bons liens qui sémantiquement seront proches de la page ce qu'on veut pousser pour continuer d'aller chercher ces positions et de dépasser les concurrents. Pour une entreprise ou pour une marque, selon toi, c'est qui s'occupe de tout ça? C'est le rédacteur ou c'est le chef de marque ou c'est l'éditeur de site ou voilà, c'est qui du Alors, coup? ça va dépendre vraiment de l'organisation de l'entreprise parce que si c'est une grosse entreprise et qu'il y a un département marketing ou web marketing, forcément, c'est ce département-là qui va s'en occuper la plupart du temps. Maintenant, si c'est une entreprise qui externalise ça à un rédacteur ou à un SEO, ça va être cette personne-là. Et en fait, le rédacteur est particulièrement bien placé pour faire ça parce qu'il a tous les talents éditoriaux qui font qu'il sait faire. Et il faut qu'il soit formé, par contre, pour pas faire n'importe quoi et pour savoir quel élément a vraiment du poids, quoi changer, quoi ne pas changer et avoir de l'expérience là-dessus pour aussi, en dehors de l'aspect théorique des choses, savoir que ce qu'il a fait sur tel autre site, ça a fait ça en termes de résultats. Et cette expérience, rajoutée à la théorie, c'est ça qui va faire qu'on va pouvoir amener les bonnes optimisations fines à un site. Sachant que c'est lui qui aura potentiellement écrit les articles dans un premier temps. Donc, il connaîtra vraiment tout l'univers du site et tous les articles qui auront été publiés. Donc, s'il est bien formé, c'est la personne qui est capable de faire ça correctement. Et selon la grosseur du site, couplé à un référenceur avec lequel il va réfléchir peut-être à la stratégie en amont, ça peut être intéressant, parce que réfléchir à deux, c'est toujours plus intéressant que de réfléchir tout seul. Donc voilà. Moi, ce que je vois, ça a déjà commencé depuis quelques années, mais ça s'intensifie vraiment, c'est que le rédacteur web, les clients comprennent de plus en plus que c'est une pièce super importante. On peut pas juste publier du contenu pour publier du contenu. Il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit optimisé, donc d'un point de vue SEO, optimisé. Il faut que ce soit quand même copyrighté parce qu'on veut qu'il y ait de la conversion derrière. Et il y a aussi beaucoup l'image de marque qui est mise en valeur par le contenu qu'on partage. Donc, ça donne tout de suite une image importante de la marque et ça va servir les achats derrière, les ventes, que ce soit en ligne ou pas en ligne, de la marque. Donc, le contenu est vraiment super important. Et il y a quelques années, le rédacteur web, c'était un petit peu le parent pauvre du web marketing. Il était mal payé. On faisait appel à lui juste pour avoir des mots au kilomètre et on comprenait pas vraiment l'intérêt qu'il avait. Juste, il fallait du contenu, donc on fait produire du contenu, mais moins c'est cher, mieux c'est. C'est encore vrai pour certains clients, mais il y a vraiment une tendance à aller vers de la qualité là-dessus. Et au niveau des rédacteurs aussi, du coup, parce qu'il reste toujours des rédacteurs web qui facturent pas cher, mais souvent, soit ils en vivent pas longtemps parce que quand tu factures 3 centimes du mot, tu peux pas en vivre en France, clairement. Donc, c'est pas possible sur le long terme. Donc, il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui après font le constat qu'ils n'arrivent pas à en vivre et arrêtent. Et il y a aussi beaucoup de gens qui font ça juste à côté de leur boulot. Et donc, ça leur va de pas gagner grand-chose. S'ils arrondissent leur fin de mois avec 200-300 euros en plus, ça leur va. Mais du coup, ça tire le marché vers le bas. Et à l'inverse, on a de plus en plus de gens qui se forment, que ce soit en référencement, que ce soit en copywriting, et qui vraiment vont chercher à amener de la valeur supplémentaire à leurs clients et qui vont du coup pouvoir facturer plus cher parce que ce ne sera pas juste un rédacteur qui sera là pour exécuter ce que demande le client. Ça sera vraiment quelqu'un qui sera là d'un point de vue stratégique, d'un point de vue exécutif aussi, mais avec une vraie stratégie derrière. Et moi, j'aime bien parler de partenaire de croissance. C'est un partenaire de croissance du client. Et là, on voit que le rédacteur web, en fait, il est vraiment au centre d'un écosystème parce qu'il connaît le référencement, il connaît le copywriting, il connaît plein de choses après sur son client et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de tout. Et c'est quelqu'un d'extrêmement important à partir du moment où il est bien formé pour ce qu'il fait et à partir du moment où le client le comprend et lui donne les bonnes responsabilités aussi. Et ça s'accélère parce qu'avec le Covid, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se sont lancés en auto-entrepreneur, en C'est freelance. sûr, ouais. Et donc, il y a beaucoup plus de rédacteurs web, ce qui veut dire beaucoup plus de concurrence. Mais pour sortir de cette concurrence, pour moi, il faut se spécialiser, il faut se former et il faut amener quelque chose de différent aux clients et pas juste une différence tarifaire qui fait qu'on on va attirer les tarifs vers le bas. Il faut apporter des valeurs ajoutées à l'entreprise, quoi. Complètement.
Du coup, selon toi, dans quelques années, le rédacteur va jouer vraiment le rôle stratégique pour un site web, pour une entreprise ou quoi. Ça dépend vraiment après de comment le rédacteur se positionne en fait, parce que c'est à lui d'avoir la confiance d'aller vers ça, parce que c'est pas évident. Il faut avoir confiance en soi, confiance en ses capacités, etc. Donc il y a toujours un switch qui est pas forcément évident, parce qu'il faut promettre des choses à son client entre guillemets. Mais oui, clairement oui, et je le constate déjà entre les gens qui, par rapport à ma formation, en tout cas à mon expérience, les gens qui étaient avant la formation et ceux qui en sortent, c'est le jour et la nuit. Ils n'ont pas les mêmes clients, ils n'ont pas les mêmes missions. Du coup, ils ont une vie entrepreneuriale beaucoup plus épanouie, avec aussi une rémunération qui va avec, à partir du moment où on a le bon positionnement, les bons clients, etc. Parce que ça peut être une galère quand on n'arrive pas à trouver ses clients, et c'est tellement épanouissant quand ça tourne. Donc voilà pourquoi j'ai cette formation et j'accompagne des freelances. Ça me parle particulièrement parce que moi-même, j'ai été freelance il y a 13 ans maintenant, mais j'ai connu ces galères-là aussi. Et à mon tour, j'ai envie d'apporter ce que je connais de mon expérience personnelle, en tout cas.